Bonjour à tous, on va démarrer. Tout le monde m'entend bien, Moi, je t'entends bien. ceux qui ont leur casque en tout cas. Allez, on va démarrer du coup. Euh, donc merci beaucoup de votre présence pour cette conférence donc, sur l'autoconsommation et les boucles locales et l'autoconsommation collective. Nous allons donc dérouler un certain nombre de sujets. Je vais d'abord commencer par une petite présentation rapide. Donc moi je suis Stéphane Bozzarelli, président de Cemater. Et on va démarrer par une petite présentation rapide de Cemater. Donc Cemater, c'est un cluster d'entreprises qui regroupe les acteurs des énergies renouvelables en région Occitanie sous une charte éthique. L'enjeu pour nous étant vraiment qu'on trouve chez Cemater des entreprises de qualité sur lesquelles les donneurs d'ordre peuvent s'appuyer. Nos objectifs, c'est les objectifs de tout cluster, c'est-à-dire qu'on va être là pour accompagner le développement des entreprises et le business de ces entreprises à travers un certain nombre d'actions. On n'est pas là pour le détailler aujourd'hui, mais c'est important de poser les bases de qui on est. On a accompagné la région évidemment sur sa démarche REPOS, Région Énergie Positive. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'abord de sobriété énergétique, parce que le meilleur des kilowattheures, c'est celui qu'on ne consomme pas. Ensuite, je vous poserai les grands principes de l'autoconsommation, que ce soit individuelle, collective. Ensuite, on aura une présentation sur l'autoconsommation en autofinancement, donc un maître d'ouvrage qui investit lui-même sur son projet. On parlera d'autoconsommation collective, des différentes obligations de solarisation et des opportunités de conso. Et puis, on finira sur des enjeux assurantiels avec Marche. Et puis, il y aura une séance de questions-réponses à la fin. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Simon Gossu, qui est donc directeur chez Enercop LR. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement bien. Est-ce que vous allez bien déjà? Ouais. Un peu dur le salon là, après 2 jours. Moi, j'en peux plus. Donc on m'a demandé de parler de sobriété, parce qu'effectivement, quand on parle de transition énergétique, on parle beaucoup ici de production, mais il s'agit de bien consommer cette énergie. Et moi, j'aime bien reprendre cette petite image qui illustre tout ce qu'est la sobriété énergétique. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans des salles de sport, mais prendre l'escalator pour aller faire du sport, c'est quand même un peu bizarre. Voilà. Donc c'est un petit slide que j'ai repris parce que j'ai une casquette associative aussi au niveau de l'association Négawatt, qui fait la promotion d'un scénario de transition énergétique. Et donc on aime bien définir aussi la sobriété par son contraire. Le contraire de la sobriété, c'est l'ébriété. Peut-être certains l'ont vécu hier soir lors des différentes soirées en périphérie de ce salon. Je ne vais pas donner plus de détails. Toutefois, voilà, cette sobriété énergétique, on en parle beaucoup. On en a beaucoup parlé pendant la crise de l'énergie là, en 2022, notamment 2023 aussi, avec beaucoup de messages qui n'étaient pas forcément très clairs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est avant tout une question de bon sens. Il y a différents types de sobriété. Il y a celle du juste dimensionnement, c'est-à-dire par exemple si vous êtes sur un programme de relamping, changement d'éclairage public, on va se poser la question de combien de candélabres on met, à quelle distance on les met les uns des autres, quelle puissance unitaire on va utiliser pour les ampoules. Voilà, donc c'est la question du bon dimensionnement. C'est pareil, utiliser une voiture qui pèse 3 tonnes pour déplacer une personne, c'est pas toujours très utile. Voilà. Donc ça c'est évidemment du bon sens, mais c'est bien de le rappeler. Puis après il y a la question de la sobriété d'usage. Typiquement l'extinction, si je reprends l'exemple des lampes et de l'éclairage public, combien de temps on va les faire tourner ces lampes? Est-ce qu'on peut les éteindre par exemple de minuit à 5 heures? Il y a énormément de collectivités, et particulièrement ici sur la métropole de Montpellier, qui se sont posé cette question et qui arrivent à éteindre beaucoup d'éclairage public en période nocturne. Voilà, donc bon, on ne fera pas de l'éclairage, on fera pas de l'autoconsommation photovoltaïque pour faire de l'éclairage nocturne, évidemment, mais on peut quand même se poser ces questions et dimensionner de manière juste les choses, les utiliser aussi de manière juste. Et puis, dernier type de sobriété qu'on peut avoir, c'est la sobriété que nous, on qualifie de coopérative. C'est-à-dire comment on va mutualiser des équipements, qu'on va définir des règles d'urbanisme, par exemple, ou des transports en commun, ou par exemple, le covoiturage est aussi une forme de sobriété, puisqu'on va utiliser un seul véhicule pour mutualiser un déplacement avec plusieurs personnes. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, c'est un peu personnel, désolé, mais je me suis fait voler mes outils l'année dernière. Et j'étais vraiment dégoûté. Et je me suis dit, je vais aller me racheter une perceuse, je vais aller me racheter une ponceuse, tout ça. Et puis au moment de partir, j'y suis pas allé.
Je me suis dit, en fait, pourquoi je vais racheter une perceuse qui fonctionne 17 minutes par an en moyenne, qui va nécessiter d'extraire des matériaux, de continuer à produire du matériel, alors que je peux utiliser celle de mon voisin ou celle de quelqu'un dans mon quartier. Voilà. Et donc ça, c'est permis aujourd'hui aussi par les applications des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, qui permettent de fluidifier, faciliter cette sobriété coopérative. Voilà, donc c'était un peu pour replacer ce cadre parce qu'on oublie de le poser comme l'élément fondamental de la transition énergétique. Donc moi je suis directeur d'Enercop Languedoc-Roussillon. On est une coopérative d'intérêt collectif, on est une société qui appartient à ses clients, à ses usagers. Et notre objectif c'est avant tout de leur procurer de la sécurité énergétique et de leur procurer un kilowattheure qui soit stable dans le temps et qui soit d'une qualité environnementale avec le moindre impact possible. Donc on a une démarche qui s'appelle plus d'actes de moins de watts. C'est pour faire une petite rime, mais je ne sais pas si ça parle à tout le monde. En tous les cas, on aide nos usagers à suivre leur consommation, à optimiser aussi leur puissance souscrite. Par exemple, j'imagine que la plupart d'entre vous sont équipés avec un compteur Linky. Vous avez la possibilité d'aller regarder quelle est votre puissance d'abonnement et de la comparer avec celle que vous appelez au maximum. Ça s'appelle l'optimisation tarifaire. Alors, ce n'est pas forcément de la sobriété énergétique, mais c'est de la sobriété économique. Parce que là, vous payez quelque chose que vous ne consommez pas. Voilà, donc il y a plein de petites actions qu'on peut mener comme ça. On oublie de le faire. Nous-mêmes, professionnels du secteur, parfois, on n'est pas forcément les cordonniers les mieux chaussés. Ensuite, quand on parle d'autoconsommation, on a toujours un sujet fondamental qui est de réconcilier le moment où on produit et le moment où on consomme. Parce que sinon, on va produire pour injecter sur le réseau et ce n'est pas la meilleure valorisation qu'on peut faire du courant. Donc, on estime qu'il est important d'accompagner les maîtres d'ouvrage, les utilisateurs, dans la bonne exploitation de leur centrale. Et ça suppose pas simplement de bien faire tourner la centrale, mais aussi de caler les usages en face de ces productions de la centrale. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, l'assistance à maîtrise d'usage. Et c'est quelque chose qui est aussi en train de se développer dans les opérations d'autoconsommation collective, par exemple. Voilà, donc on a aussi la chance d'avoir un réseau de 60 000 sociétaires en France qui échangent leurs pratiques, donnent des bonnes astuces pour permettre de développer une culture du bon usage et de la sobriété énergétique. Et on a même poussé les curseurs un peu plus loin puisqu'on a monté récemment un organisme de formation où on accompagne cette fois des professionnels, des élèves en école d'ingénieurs, mais aussi des collectivités dans le développement de leurs compétences, puisqu'on souffre cruellement d'un manque de compétences dans la filière qui se développe trop vite par rapport aux personnes qui sont formées pour tous ces sujets. Voilà, donc ça nous tenait à cœur, en tant que cluster d'entreprises de la transition énergétique, de présenter aussi des choses qui vont dans le sens de la réduction des consommations, parce que Stéphane l'a justement dit tout à l'heure, produire c'est bien, mais ne pas consommer c'est encore mieux. Et c'est le kilowattheure le plus propre, le plus sain, c'est celui qu'on ne consomme pas. Voilà, donc je vais passer la parole à Stéphane, c'est toi qui reprends. Merci, c'est moi qui continue. Ouais. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, peut-être des rappels pour certains, mais l'idée c'était de reposer un peu les grands principes de ce que c'est que l'autoconsommation, soit de l'autoconsommation individuelle ou de l'autoconsommation collective. Donc vous avez sur la partie gauche une centrale solaire raccordée avec son onduleur et un compteur de production. Là, on est en injection pure au réseau, je produis, je vends tout au réseau. La deuxième installation à droite, c'est de l'autoconsommation individuelle. Ça veut dire qu'entre l'onduleur et le compteur, je vais avoir la consommation de ma maison, de mon usine, de l'endroit où je suis installé. Et finalement, je vais être dans une logique où ce que je produis va être consommé directement sur le site et le réseau va venir en appoint pour compléter le besoin du site. Et le troisième volet, c'est l'autoconsommation collective. L'autoconsommation collective, c'est donc 1, 2 ou 3 moyens de production que vous pouvez mettre éloignés éventuellement les uns des autres, qui vont se raccorder sur le réseau Enedis et qui vont vendre l'énergie produite à des consommateurs voisins. Vous verrez tout à l'heure les différentes règles, mais disons que là on a vraiment une injection qui passe par, une production qui va passer par le réseau et être vendue à des voisins des centrales de production. Donc il y a 3 règles pour l'autoconsommation collective. Aujourd'hui, c'est maximum 3 MW. Les producteurs et consommateurs doivent être dans un diamètre de 2 km en zone urbaine. Et ensuite, il y a des dérogations à 10-20 en zone périurbaine ou rurale. Et puis, il y a la création d'une PMO. On en reparlera tout à l'heure pour vous expliquer le détail de ce que c'est sur la présentation. Donc 3 diamètres
3 diamètres possibles, l'urbain 2 km max, le périurbain 10 km ou le rural 20 km. Donc on peut étendre une opération d'autoconsommation collective jusqu'à 20 km, ce qui fait en zone rurale des distances conséquentes. Mais tout en restant sur une production max de 3 MW. Deux définitions, le taux d'autoconsommation, donc ça va être la production solaire consommée sur le site divisé par la production solaire totale, et à l'inverse le taux d'autoproduction. Donc là pour le coup c'est la production consommée sur le site divisé par la consommation totale du site. Donc c'est des termes qu'on aborde assez régulièrement, donc c'est important de reposer aussi cette base-là. D'un côté production divisée par production totale, production consommée divisée par production totale, et de l'autre production consommée divisée par consommation totale. Un enjeu fondamental de l'autoconsommation, que ce soit de l'autoconsommation individuelle ou collective, c'est de connaître sa consommation. Les bases de tout projet, ça va être d'avoir une mesure fiable de votre consommation, idéalement sur un an, de façon à pouvoir derrière venir coller les courbes de production et de voir ce qui peut être consommé directement sur le site. Donc vous avez à droite par exemple, une courbe où on a une consommation en orange qui est relativement basse toute la semaine alors que la production est élevée. Donc on va avoir beaucoup de réinjection sur le réseau. À l'inverse, à gauche, vous avez des courbes de consommation en orange qui sont toujours au-dessus de ce qu'on produit. Donc on va valoriser, hormis un peu le week-end, mais sinon on va valoriser quasiment 100% de la production de l'installation sur le site. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est impératif d'avoir une bonne connaissance de la consommation de son site. 3 modèles d'autoconsommation possibles. Le modèle simple, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire je me raccorde directement au réseau, je consomme ce que je peux et je vends éventuellement le reste au surplus. Une consommation optimisée où je vais piloter mes usages. Je vais piloter ma machine à laver, je vais piloter une chaîne de production de façon spécifique ou du chauffage clim pour faire coller ma consommation à ma production et donc venir améliorer mon taux d'autoconsommation. Et puis éventuellement on peut aussi travailler sur des sujets avec stockage où pour le coup on va venir valoriser 100% de ce qu'on aura produit puisqu'on va se servir du stockage pour étaler et maîtriser le moment où on injecte l'énergie produite dans l'installation. 2 modèles économiques possibles, soit j'autoconsomme tout et j'ai pas de contrat avec Enedis côté réseau, soit j'ai une autoconsommation partielle et je vais faire de la réinjection de surplus, donc je consomme tout ce que je peux et je vends le reste, où là je vais avoir un contrat avec EDF OA et un raccordement côté réseau. Donc il y a aujourd'hui des tarifs d'achat qui existent pour la vente de surplus pour les installations de moins de 500 kW crête. Et qui permettent de valoriser le kilowattheure qu'on ne consommera pas directement sur le site. 2 façons d'aborder le sujet, soit je suis maître d'ouvrage, je vais investir sur mon installation en direct, soit je passe via un tiers investisseur qui va faire l'investissement et me mettre à disposition l'installation pour que je puisse disposer de l'énergie produite. Donc on va détailler derrière les différents montages avec les différentes interventions qu'on aura ensuite. Ça je passe, c'est plus d'actualité. Hélas, c'était les différentes aides qui pouvaient exister. Aujourd'hui, la seule aide qui existe, c'est à travers le tarif d'achat et d'achat notamment du surplus de l'énergie produite dans le cadre des moins de 500 kW. Je vais céder du coup la parole à Alexandre Volpato, qui est directeur du développement commercial chez Apex et qui va donc nous parler d'autoconsommation en autofinancement avec des retours d'expérience. Et je vous donne la zapette. Merci, bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler d'autoconsommation, mais juste en introduction 2 mots sur Apex. On est une société assez ancienne dans le secteur, créée en 91. Aujourd'hui autour de 230-240 collaborateurs, principalement sur Montpellier, une filiale à Bordeaux, une filiale à Lorient, sur des activités bien différentes. Et puis cette année on devrait passer les 135-140 millions d'euros, on verra dans quelques semaines. On est positionné sur toute la chaîne de valeur d'un projet, c'est-à-dire qu'on va commercialiser, trouver des fonciers pour mettre du photovoltaïque de manière générale, développer les projets, c'est-à-dire obtenir les permis, obtenir le tarif d'achat, financer les projets, aller trouver des financements auprès de banques, auprès d'acteurs financiers, les construire,
et puis les exploiter et surtout produire de l'électricité. Aujourd'hui, notre métier est historiquement, dans la jeunesse du photovoltaïque, on s'appelait tous développeurs. Je pense que maintenant, une bonne partie d'entre nous est passée sur la partie producteur et les enjeux sont autant sur le développement de nouveaux projets que sur le fait de matérialiser les promesses en termes de production. Si on parle de l'autoconsommation chez Apex, on a bâti une méthodologie qui est assez commune, de partir de points de consommation, d'analyser la consommation d'un site, de regarder la consommation par rapport à un besoin, d'analyser cette consommation, de faire un travail qui a souvent été fait, parce que les gens qui s'intéressent à leur consommation vont aller d'abord regarder s'ils peuvent faire des économies, et c'est ce dont Simon a parlé tout à l'heure. Donc il y a un premier travail qui est d'analyse des consommations par rapport aux besoins, de regarder s'il y a des économies à faire, et ensuite on vient travailler sur la production. On va dimensionner un générateur photovoltaïque en fonction à la fois des besoins de ce consommateur, puis du potentiel du site. On n'a pas des fonciers quelque part, des toitures, des parkings, de terrain à proximité qui est limité. Et donc pour certains sites, ça peut poser problème. Ça peut être ça qui est dimensionnant. Et puis proposer en fait un investissement au consommateur, soit d'investir lui-même, soit notre particularité, et certains d'entre nous autour de la table, c'est de pouvoir investir aussi chez un consommateur pour lui produire de l'énergie pour sa propre consommation. Donc on a les deux modèles qui sont en parallèle. Et ces modèles-là sont assez fréquents et on les retrouve dans différents cas. On investit en fait chez soi en tant que consommateur quand on a les moyens, quand on a stratégiquement l'envie d'investir pour maîtriser ses coûts sur du long terme. Une installation photovoltaïque, c'est un investissement qui a un retour sur investissement à long terme. Donc si on en a les moyens, si on a cette vue stratégique de pouvoir investir à long terme chez soi, et on n'investit pas chez soi, si on préfère mettre ses capacités d'investissement dans son activité, si je produis des petits pois et que j'ai envie de moderniser ma production de petits pois, je peux choisir de flécher les investissements là et de faire appel à un petit investisseur pour pouvoir me produire de l'électricité chez moi à un coût qui est maîtrisé et qui est pérenne dans le temps. Donc voilà un peu quelques courbes de production, un peu à la manière de ce qu'a proposé Stéphane tout à l'heure. Alors à différents moments de l'année, à des moments d'été où on produit beaucoup, effectivement on a des taux de couverture, des taux d'autoconsommation et des taux d'autoproduction qui sont importants. Et puis en plein hiver, on est sur des volumes qui sont beaucoup plus restreints, beaucoup plus faibles. Donc je vous propose de passer au travers de quelques réalisations que nous avons réalisées. Alors les premières ce sont des tiers investissements. Donc Apex est intervenu chez un consommateur pour investir et pour produire de l'énergie à sa destination. Donc là on est sur le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, donc 515 kW crête. Donc c'est une ombrière sur le parking. Et on couvre, les centres hospitaliers consomment énormément, donc on couvre 8% de la consommation. Donc on voit qu'on est très très marginal dans le taux de couverture de la consommation. Ici on est sur un Carrefour Market, un petit délaissé autour d'un Carrefour Market. Donc là on est dans Gironde, 200, pas tout à fait 250 kg. Là on est à quasiment 30% de la consommation. Et là, quand on commence à travailler autour de 30-40% de la consommation, on commence à avoir, sur des profils, en particulier des profils de type GMS, on commence à avoir de temps en temps de l'électricité qui est produite à des moments où le consommateur ne consomme pas. Et là se pose la question de savoir si on va exporter l'électricité sur le réseau ou si on bride l'électricité. Et il y a des enjeux à le faire ou à ne pas le faire, notamment au niveau de certaines taxes, en particulier l'IFER, qui à partir du premier kilowattheure exporté vient toucher l'ensemble de la production de la centrale. Voilà un autre supermarché. C'est une exploitation agricole. 250 kg là également. Il y a donc 17% de la consommation sur celui-ci. On est aussi sur un petit bout de terrain avec un bel ombrage en haut à gauche.
Un autre Super U, donc une autre GMS. 200 kg. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez fréquent. Et j'ai mis des exemples qui sont donc ombrière, sol, toiture. Donc la typologie de support n'est pas un sujet. On s'adapte. On a une orientation là qui est contrainte quand on est sur un parking ou qu'on est sur une toiture, puisque le bâtiment a déjà été implanté. Et on est un peu plus libre quand on est sur du sol. Donc ça permet aussi de travailler le profil de production vis-à-vis du profil de consommation. On le fait également en autoconsommation collective. On en a parlé tout à l'heure, Stéphane en a parlé. Donc ici, on est à Poyestre, dans les Pyrénées orientales, où un site de production qui est sur le centre technique municipal. Donc il y a la toiture, il y a une petite ombrière à côté, 300 kW crête. Et on couvre 40% des besoins de la commune. Donc il y a quelques salles, la mairie, la salle de judo, la cantine, etc. qui bénéficient de cette électricité. Donc c'est quelque chose qu'on peut parfaitement faire. Et là, l'intérêt avec l'autoconsommation collective, c'est qu'on va aller avoir des besoins qui sont foisonnés. Et donc quelque part le taux d'autoconsommation, le taux de couverture va être un peu plus important. Voilà, donc on a une autre vue. Et puis là, sur des installations qui, là, pour le coup, en fait, les consommateurs ont choisi d'investir sur leur site, sur leur patrimoine. Ici, on est à Saint-Privat, dans l'Hérault, 700 kW crête. On va toucher 25% de la consommation, donc un quart de la consommation sur une ombrière de parking, double orientation. Donc c'est assez intéressant. On voit qu'on a quelque chose qui est sensible par rapport à la consommation. Et là, Coplim, 1 méga 8, pardon. Donc là, on est sur une coopérative fruitière. Là, c'est de la production de pommes. Et donc la pomme, ça se stocke dans des frigos pour pouvoir avoir des pommes sur les étals pendant une longue période de l'année. Et donc c'est une coopérative dans le Limousin qui produit de la pomme. Voilà. Merci beaucoup. Vas-y, on va continuer du coup. Alors c'est clair que les sujets d'autoconso se prêtent très bien à tout ce qui est hospitalier, maison de retraite, où on a des consommations qui sont régulières, y compris le week-end. Je vais laisser la parole à Stéphane Châtenay, qui va nous parler aussi d'autoconso. Yes. Alors, moi, je vais aborder les mêmes sujets. Donc, il va y avoir peut-être des redites, mais c'est sur l'autoconsommation d'abord individuelle en tiers investissement. C'est-à-dire que c'est nous, acteurs donc d'Evenair, qui allons porter ces investissements. Donc, le schéma, c'est toujours le même. Quand on est en autoconsommation, on est sur le site du client, donc on vient se connecter sur le TGBT de celui-ci, c'est-à-dire en amont du réseau. Voilà, tout simplement. Hop là. Donc la particularité dans les modèles d'affaires, quand on est en tiers investissement pour de l'autoconsommation individuelle, c'est vis-à-vis de la loi, quand on passe un contrat d'autoconsommation, c'est le client qui est l'autoconsommateur. Et vu que nous, on met à disposition un actif dans le cadre de ce fonctionnement-là, et bien, du coup, on loue une centrale. Donc on loue une centrale, on parle de loyer L1, L2. Donc vous avez une partie qui est sur la mise à disposition de la centrale et une autre partie qui est sur tout ce qui est frais d'exploitation et de maintenance de la centrale. L'idée, c'est de ne pas requalifier ce type de location en tant que crédit bail, parce qu'on n'est pas une banque, on est des développeurs, on met à disposition des actifs. Et bien sûr, derrière, c'est le client, c'est le locataire qui va bénéficier de l'actif directement et faire une économie du coup sur sa facture globale. Dans les cas les plus courants, alors on en a déjà parlé juste avant, mais en gros, l'autoconsommation totale, ça nous va bien parce qu'il y a plein d'économies à faire dessus de taxes. Donc en gros, ça veut dire que la totalité de l'énergie qui va être produite par la centrale sera absorbée par le client. Éventuellement, s'il y a des petits surplus, par exemple le week-end, on peut faire du bridage, c'est-à-dire qu'on coupe volontairement la centrale pour ne pas aller effectuer des démarches et venir se raccorder et repartir sur le réseau. On sait quand même faire de la valorisation du surplus. Alors, dans ce cas-là, donc il y a une partie de l'énergie qui va être valorisée vis-à-vis du contrat. Donc, en fonction de la puissance, il y aura un tarif associé. Et ce tarif-là, il va bénéficier directement au client. C'est lui qui va toucher en fait les revenus de la revente du surplus pour ce type d'installation-là. Nous, ça ne changera rien sur la modalité, sur le volume de notre loyer qui est consenti et négocié. Ce type d'actif-là, du coup, c'est sur un temps long, on l'a déjà dit. Donc ça va être des contrats, des engagements sur 20 ans. Donc c'est vraiment une philosophie, un choix du client qui n'a pas la volonté d'investir directement sur un actif parce qu'il ne veut pas ou parce qu'il ne veut pas, parce qu'il préfère effectivement aller développer son activité à lui ou par pur choix et parce qu'en fait, il va financer cette installation sur la durée et c'est finalement assez transparent pour lui.
Bien sûr, des étapes clés, bon, on en a déjà parlé, hein, c'est connaître sa consommation. Alors si on est un industriel, en général, on a une vision fine, on a ses points 10 minutes. Si on est un petit peu plus petit, il y a des outils pour aller chercher ces informations-là. Le fait est, c'est que plus on est fin, eh bien, plus on va pouvoir dimensionner et être pertinent dans la définition de son installation. Et après, l'autre enjeu, c'est de savoir comment on se raccorde sur le site. Il y a plein de typologies, alors surtout au niveau industriel. Est-ce qu'on se raccorde en basse tension? Est-ce qu'on se raccorde en haute tension sur une boucle locale? Plein de sujets à bien dérisquer parce que ça modifie et ça impacte fortement le coût, les capex du projet. Et après, identifier la zone du projet, ça c'est par rapport à la typologie. En fait, suivant le coût, on va peut-être installer sur du sol, comme on l'a vu tout à l'heure dans les exemples d'Apex, sur une toiture, sur une ombrière, en fonction de la typologie, de la disponibilité du terrain et de la surface disponible, et éventuellement sur des réserves foncières également, en sachant qu'il faut avoir une bonne vision, parce qu'on est là, si on s'installe, on est là pour au moins 20 ans. Alors, pourquoi faire de l'autoconsommation? En fait, il y a vraiment plein d'objectifs. Donc bien sûr, le client il va faire gagner en indépendance énergétique, forcément, parce qu'il va y avoir une production locale, même si ce n'est pas lui qui détient l'actif, il va en bénéficier forcément. Donc une stabilité à un moment donné, mais une stabilité sur le long terme. Et après des exonérations. Une fois quand vous achetez votre électricité chez votre fournisseur, vous avez une partie qui est dédiée à l'électron, mais toute une partie qui est dédiée aux taxes et au transport, qui est loin d'être négligeable. Et là, vu que vous produisez en local, finalement, toute cette partie-là, vous l'effacez. Bien sûr, après, il y a des enjeux en fonction de votre activité. Vous pouvez être éligible à des décrets tertiaires, des obligations de solarisation, des obligations de réduction d'énergie, de consommation de votre bâtiment. Donc, ça peut avoir un vrai intérêt d'installer un actif pour répondre à ces besoins-là. Et après, tous les enjeux d'RSE, décarboner son activité, ou de la philosophie peut-être d'accompagner la transition, syndiquer énergétique son territoire, avoir une vision un petit peu plus élargie que sa propre personne. Bien sûr, dans ce cadre et dans ce modèle d'affaires-là, c'est sans engager la trésorerie de l'entreprise ou de la personne qui souhaite porter le projet, donc il y a un vrai intérêt. Maintenant qu'on a vu cette partie-là, on va passer sur la partie autoconso collective. Donc vous avez déjà vu le schéma, le dessin est différent, mais c'est toujours le même principe. Dans notre modèle d'affaires, c'est nous qui détenons les actifs, donc on met des installations, toiture, ombrière, éventuellement sol, et qui vont venir se connecter au réseau. Et donc dans le périmètre défini, on va venir agréger des consommateurs et regarder un foisonnement de tous ces consommateurs et venir leur fournir de l'électricité. Je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure, mais l'électricité que je produis à 10 heures, je vais la distribuer à 10 heures. Il n'y a pas de déphasage dans le temps. Donc voilà, tout ce que je produis, je le distribue, avec une histoire de clé de répartition. Ce schéma-là, vous l'avez vu tout à l'heure, on a plusieurs périmètres. Nous, on travaille sur le périmètre étendu et en fonction de la localisation. Donc si on est en base classique jusqu'à 2 km ou en périurbain et rural. Alors, on a l'habitude de dire que c'est 10 km ou 20 km. En fait, c'est jusqu'à, et c'est sur dérogation. Donc, on doit faire une demande vraiment au ministère et que cette demande soit acceptée. Donc, il faut quand même être vigilant et bien anticiper ce cadre-là. Donc, dans le modèle d'affaires, bien sûr, il faut définir la zone de l'opération. Nous, vu qu'on est entier investisseur, on va identifier un secteur là où il y a de l'intérêt, mais il faut qu'on trouve de la place pour mettre des actifs avec des surfaces minimum. Et après, trouver des sites, une fois qu'on les a identifiés, il faut identifier les consommateurs, alors qui souhaitent adhérer, mais qui ont les bonnes consommations, qui vont bien avec notre production. Parce qu'il y a quand même un intérêt. Donc là c'est des exemples de contraintes minimum pour nous. Donc c'est des parkings de commence à 120 places ou des toitures de bâtiments de 1500 m². Ça c'est par rapport à notre modèle d'affaires en tiers investissement. Il faut des surfaces minimum. Donc là on a un exemple de foisonnement. Donc on voit une courbe de production solaire en jaune et une courbe de toutes les consommations de tous les consommateurs qui sont agrégés. Et donc on voit qu'il y a toute une partie bleue qui va être couverte donc, dans la part du solaire et toute une partie qui part au surplus. C'est vraiment un exemple. Tout ça on l'analyse en récupérant. Alors on a des mandats, un partenariat avec Enedis pour aller chercher vraiment la conso quand le client n'a pas directement l'info.
Et derrière, bien sûr, l'autre partie, c'est pas seulement de connaître vraiment la consommation, c'est de savoir le coût, combien lui coûte son électricité. Donc il y a une partie d'analyse de la facturation du client. Aujourd'hui, il y a des tarifs différents en fonction de la période, des heures d'été, des heures d'hiver, des heures de pointe également. Donc voilà, il faut vraiment être fin et pertinent sur chaque optimisation qu'on peut porter au client. Derrière, je vais vous montrer un petit exemple qui est déjà passé. On a réalisé donc, sur Murviel-les-Béziers, à côté de Béziers, une installation donc, sur un site communal, donc une installation de 1000 m², donc 220 kW crête. Cette installation, donc, on va le voir plus loin, elle vient participer à une opération d'autoconsommation sur la commune en utilisant un schéma avec PMO. Donc, là, ce qu'on voit, donc fournisseur-consommateur, c'est votre relation classique avec votre fournisseur actuel. Qui est simple et connue. De toute façon, c'est la seule solution qui a actuellement commune pour la fourniture d'énergie. Dans le cadre d'une opération d'ACC, vous allez avoir un producteur solaire qui va venir donc, avec son actif vous vendre une partie de cette énergie. Et derrière, une PMO, donc la personne morale organisatrice, alors chez nous qui s'appelle FlexENR, qui vient en fait dans ce modèle-là agréger, donc venir faire adhérer, puisque c'est une forme associative, les consommateurs et les producteurs. L'intérêt de cette PMO finalement, c'est pour le gestionnaire de réseau, c'est d'avoir un interlocuteur. C'est-à-dire que si on a une opération avec 20 participants, c'est plus simple pour Enedis d'avoir un seul interlocuteur qui est cette PMO. Donc il va gérer le contrat, donc la convention d'autoconsommation et les clés de répartition entre les différents consommateurs et les différents producteurs. Après, bien sûr, le gestionnaire de réseau, grâce à ses compteurs communicants, lui va faire les plus et les moins. Parce que l'idée, c'est que derrière, même si nous, on vient vendre notre production, c'est pas qu'elle soit revendue également par le fournisseur. Donc il y a des plus et des moins entre les deux pour que tout se passe bien. Donc j'en reviens à mon exemple de Murviel. Donc sur notre installation, il y en a 85 MWh qui vont être distribués directement au site consommateur. Donc il y avait quatre consommateurs qui appartiennent à la collectivité, donc la mairie, le groupe scolaire local, la salle des fêtes et la maison locale, maison des jeunes. Donc sur cette consommation globale, donc 207 MWh, on arrive quand même à couvrir 41% de l'énergie avec de la production locale, donc fournie en autoconsommation collective. Et c'est-à-dire, c'est important quand même, parce que ça veut dire que 40% de l'énergie fournie à cette commune, elle est fournie localement et avec un prix qu'ils connaissent sur une durée de 20 ans. Donc là où aujourd'hui ils ont des contrats d'énergie négociés sur 2-3 ans, là on leur apporte une sécurisation. Alors sur une partie, pas sur la totalité, mais c'est quand même un intérêt non négligeable sur leur facture et sur leur budget annuel. Autre spécificité de l'autoconso collective, c'est qu'en fait, cette autoconso, elle est un peu virtuelle. Donc en fait, elle est pas un peu, elle est vraiment virtuelle. Et du coup, grâce aux clés de répartition, que l'on peut vouloir dynamique, donc c'est-à-dire qu'on va définir à chaque point de temps, plus ou moins large, une activation ou une désactivation, en fonction du tarif de ce client. Par exemple, s'il a des tarifs différents entre l'été et l'hiver, et bien, si son tarif hiver il est plus conséquent que le nôtre, on va laisser l'opération activée et la mettre, alors c'est un exemple, en pause pendant l'été, parce que finalement son tarif de fourniture l'été, on sait que les heures d'été sont beaucoup moins chères parce qu'il y a beaucoup de production d'énergie, enfin les prix marchés sont plus agressifs, et du coup nous on va se mettre en pause, parce que l'idée derrière c'est pas d'aller vendre de l'électricité chère, c'est de fournir de l'électricité et rendre un service pour redonner du pouvoir d'achat sur les territoires. Et du coup, nous, on s'efface, on vient mettre en pause cette installation, en sachant que derrière, l'électricité, du coup, elle est revendue sur le réseau, chez EDF OA, sur cette typologie-là d'installation. L'offre, je l'ai un peu dit tout à l'heure, donc l'intérêt, voilà, c'est de fournir de l'électricité verte avec un actif local. C'est du circuit court. Alors, ça passe par le réseau, mais on a vraiment... c'est virtuel, donc on ne sait pas encore flécher l'électron, mais voilà, avec les plus et les moins et les compteurs communicants, on a vraiment un service local à forte valeur ajoutée sur la fourniture d'électricité. Ça fait vraiment un gros plus. Et l'autoconsommation, dans ce sens, ça a vraiment fournir des actifs locaux et donner une lisibilité aux clients. Je trouve que c'est un bel investissement et une belle approche, en sachant que, pareil, dans ce modèle-là, ça ne coûte rien à la commune. En fait, il n'y a aucun investissement de sa part et elle réalise une économie directement sur son budget d'électricité. Merci. Merci beaucoup. On va passer la parole à Patrice Caillère, donc de Enerpact, qui va nous parler des obligations de solarisation et des différentes opportunités.
Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Parfait, merci Stéphane. Alors, je vais faire en sorte de compléter les dossiers de mes éminents collègues. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Donc, déjà, effectivement, comme vous l'avez entendu, comme ça a été dit, de plus en plus d'obligations, on peut dire, sont mises en œuvre dans le sens de la décarbonation, dans le sens de la transition énergétique, avec différentes lois que l'on vous rappelle succinctement, le décret tertiaire pour les bâtiments tertiaires, la loi énergie-climat qui fixe des objectifs pour la politique énergétique, la loi climat et résilience qui a pour objectif de baisser drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, et la loi APER dont vous avez entendu parler aussi pour déployer cette fois massivement les ENR. Alors de façon un peu succincte et résumée, vous avez là les différents cadres en fait avec un timing pour la solarisation déjà des bâtiments. Donc vous commencez par dès cette année, hein, vous l'avez entendu, tous les bâtiments neufs sont amenés à être équipés de 30% de photovoltaïque, de solaire, voilà, dont le photovoltaïque évidemment. Ensuite, ces seuils qui sont dès cette année pour les grands bâtiments, mettons 500 mètres carrés, pour un bâtiment de bureau, 1000 mètres carrés pour cette année dans le neuf, va passer à 500 mètres carrés en obligation dans le neuf dès janvier 2025. Donc plus ça va, sans vous détailler l'ensemble de ces types de bâtiments et du nombre de mètres carrés et du pourcentage, vous l'observez, en fait, plus ça va, plus les bâtiments neufs sont amenés à être solarisés dès une taille de plus en plus petite. Et d'autre part, plus le type de bâtiment concerné augmente. Vous voyez, là, nous avons initialement des bâtiments de bureaux. S'ajoute ensuite la partie commerce, s'ajoutent les bâtiments administratifs, les hôpitaux, etc. Bon. Donc, tout ceci est, mis en place par rapport au neuf jusqu'à juillet 2027. Donc là, il y a une nouvelle obligation pour le neuf, mais ce n'est jamais qu'un cran supplémentaire. Ensuite, à partir de janvier 2028, la majorité des bâtiments, c'est-à-dire la plus grosse partie du parc en France, évidemment, ou ailleurs, c'est l'existant. Donc là, on s'attaque à quelque chose d'encore plus conséquent, puisque les bâtiments existants, à partir de 500 mètres carrés, donc ce qui est quand même pas gigantesque, d'emprise au sol, seront amenés à être solarisés à hauteur de 50%. Donc c'est pour dire, un de mes collègues disait que le secteur va vite, il faut les qualifications, les compétences qui vont avec. Effectivement, c'est pour dire que tout ceci va grandement rapidement, et on a tous intérêt à s'y intéresser fortement. Pour la partie parking, vous l'aurez entendu aussi, c'est le même scénario. Depuis cette année, les grands, les parkings neufs sont également concernés, les petits parkings à partir de 500 mètres carrés. À partir de juillet 2026, c'est pour ça que vous commencez à voir sur ce salon et ailleurs toutes sortes d'ombrières ou de projets, puisque les grands parkings de 10 000 mètres carrés ou plus, ou alors ceux qui sont associés à du neuf, à partir de 500 mètres carrés, seront concernés. Et pour aller rapidement, en juillet 2028, beaucoup, puisque même l'existant au-dessus de 1500 mètres carrés sera concerné. Donc nous avons un cadre réglementaire avec un cadre de sanctions, malheureusement. Mais bien sûr, notre approche, notamment chez Enerpact, dont je vous parlerai, mais également chez mes collègues, c'est faire en sorte que ces contraintes n'en soient pas et deviennent des opportunités. Alors très rapidement, Enerpact est une entreprise lyonnaise à la base, répartie sur le territoire, avec une cinquantaine de personnes. Et à ce jour, nous exploitons un peu plus de 250 centrales dont nous optimisons la production. On va vous expliquer un petit peu comment. Alors, effectivement, nos différents métiers, ça va être... historiquement d'augmenter la production de centrales existantes, et maintenant, et dans le cadre qui nous réunit ce soir, cet après-midi, c'est la mise en place, dans le cadre de toutes ces obligations ou spontanément, de nouveaux projets
avec une part, on le verra tout à l'heure dans des exemples chiffrés, une part d'autoconsommation plus ou moins importante, et vous en verrez la rentabilité elle-même plus ou moins importante. Donc vous constaterez l'intérêt de l'autoconsommation une nouvelle fois. Donc nous, on va faire l'ensemble des démarches, à la fois en amont de développement, de conception, de certification. On va faire bien sûr toute la construction. Et puis ensuite, et c'est notre particularité, et j'ai la fierté de dire que nous sommes les seuls en France à le faire, c'est que nous allons nous engager sur le résultat net de la centrale sur les 20 prochaines années. C'est-à-dire que nous allons dire, écoutez, votre centrale, eh bien, elle va vous rapporter en résultat net, eh bien, mettons 10 000 euros. En 2026, elle va vous rapporter 9 800 euros en 2032, par exemple. Et nous garantissons ce montant, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas atteint, eh bien, nous vous payons, nous vous indemnisons. Donc, quand vous partez avec nous, vous avez cette sécurité. Et si vous avez dépassé, eh bien, nous nous répartissons 50-50 le dépassement. Donc, c'est une façon pour les professionnels en particulier de garantir leur démarche pour que énergie renouvelable rime avec sécurité, avec garantie. Voilà. Donc, et ceci, comment le faisons-nous ? Eh bien, nous avons développé avec l'INES, membre du CEA, un logiciel unique sur le territoire d'audit et de suivi des centrales dans tous leurs détails pour l'ensemble des paramètres et des composants qui peuvent en faire le succès ou au contraire qui peuvent créer des difficultés, des risques. Donc cet outil qui s'appelle Résolution, eh bien, nous le mettons en œuvre à la fois pour des centrales existantes que nous optimisons et également des centrales que nous mettons en place et pour lesquelles nous pouvons effectivement garantir ce résultat. Donc principe de résolution, c'est que nous allons définir pour chaque centrale que nous concevons, par exemple, un indice de performance de la centrale, c'est-à-dire nous créons un jumeau numérique de la centrale et nous comparons quotidiennement et heure par heure la réalité de sa production avec ce qu'elle devrait produire, cette centrale-là, à cet endroit-là, avec cette exposition et avec ce matériel, cette pente, etc. Et nous avons un ensemble d'outils, bien sûr, autour de ça pour identifier l'ensemble des facteurs. Et surtout, ceci nous permet de réagir aussitôt, puisque comme vous l'avez entendu, nous sommes partie prenante. Plus le client est content, plus nous le sommes aussi, parce que nous avons une garantie. Donc nous préférons ne pas indemniser nos clients, nous préférons que le revenu vienne directement de l'activité de la centrale. Et d'autre part, nous partageons le bénéfice en deux, lorsqu'il y en a un. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez largement entendu, il y a différentes opportunités pour le photovoltaïque. Je ne vais pas redétailler ça, entre l'injection, entre les PPA, l'autoconsommation individuelle ou collective. Et je vais tout simplement vous demander votre patience, ça vous en faites déjà preuve, mais vous présenter les différents cas de figure avec des réalisations en cours et un prorata plus ou moins important d'autoconsommation, avec des chiffres de rentabilité, parce que c'est vraiment ce qui est intéressant aussi. Alors là, par exemple, c'est une société commerciale qui ne consomme pas énormément, qui consomme 750 000 kWh seulement, qui a à peu près, comme vous le voyez, sur laquelle nous installons un peu moins de 400 kW crête en ce moment. Et donc, avec les différents éléments techniques, et il se trouve que sur cette société, nous avons la configuration nous permet d'atteindre une autoconsommation pour cette société de 48%. Avec bien sûr un reste qui est injecté. Enfin, je dis bien sûr non, puisque là, compte tenu de ce qui est à injecter, ça vaut le coup d'injecter, puisque c'est quand même la moitié. Donc l'injection se fait à un certain tarif qui avait été bloqué. Et là, vous avez en gros les ratios financiers. Vous avez, comme je vous l'indique, le coût de la centrale, la totalité de l'investissement, les éléments financiers. Et au final, cet investissement pour cette société représente un résultat avant impôt sur 20 ans, donc un gain sur 20 ans d'à peu près 600 000 euros. Et la rentabilité globale, c'est-à-dire on a tout payé dès la 6e année. Après, ce n'est que du pur bénéfice. Donc, on voit qu'avec un taux d'autoconsommation important de 48%, on a un taux une rentabilité qui est vraiment très, très intéressante et rapide. Donc là, un deuxième cas de figure qui est un petit peu moins favorable. Vous allez voir, c'est un concept. Alors, néanmoins, une société qui a lancé le projet
un concessionnaire de poids lourds avec une très faible consommation. Vous voyez bien, il a donc 43 000 kWh seulement annuels. Et donc, nous installons une centrale un peu plus petite, un peu moins de 200 kg actuellement. Et ici, donc, le schéma n'est pas le même puisqu'il n'autoconsomme entre guillemets que 7% de la production. Et donc forcément, il injecte la grande majorité, donc plus de 90% de cette production. Donc là, de la même façon, on vous communique un peu finalement les chiffres, à l'euro près, 148 039 investissement total. Et là, vous le voyez effectivement, alors il y a un gain, sur 20 ans, il y a un gain, mais en effet, il est de 134 000 euros. Donc cette société avait un souhait de valoriser sa toiture, de valoriser son bâtiment. Donc forcément, il y avait un intérêt périphérique à cette activité, puisque la consommation est quand même faible. Et le projet, effectivement, entre guillemets, n'est rentable que dès la 10e année. Pour autant, il est quand même rentable dès la 10e année. Donc on a cette opportunité avec un intérêt moindre que le premier, et surtout moindre que le dernier que je vous présente, pour terminer en apothéose, avec une société qui consomme davantage, de 2,2 gigawattheures chaque année, ou mégamoteurs, je me souviens. Giga. Ouais, c'est giga, c'est bien ça. À la fin de l'après-midi, c'est des gigas. Donc c'est un gros consommateur. Et donc là, on fait une centrale qui a été définie pour justement pouvoir, comme vous allez le voir, absorber, être maximisée en termes d'autoconsommation. Donc on fait un peu moins de 300 kg sur 3 bâtiments. Et là, au miracle, effectivement, il y a une autoconsommation donc faite de 94% en fait, de la capacité de production. Donc on maximise vraiment cette autoconsommation. Et il se trouve que l'injection sur le réseau est très faible, de 6%. Et en revanche, il n'y en aura pas, puisque comme le disaient mes collègues, effectivement, on bride les onduleurs de façon à ne pas subir certains coûts qui ont été cités. Et dès lors, en fait, il y a finalement simplement de l'autoconsommation. C'est la façon la plus économique, c'est le conseil du client, enfin c'est le conseil que nous avons apporté au client et c'est ce qu'il a adopté. Voilà. Donc là, pareil, vous avez un coût de la centrale avec un ensemble d'éléments financiers. Celui-ci était entièrement, toutes ces centrales en l'occurrence étaient autofinancées, sachant que nous avons aussi une possibilité évidemment de faire du tiers investissement. Là, on était sur les exemples d'autofinancement. Voilà. Et là, effectivement, vous voyez, en fait, une centrale qui est pas qui fait quand même 300 kg, mais le résultat avant impôt quelque part en 20 ans est de plus de 800 000 euros, donc un petit peu moins d'1 million d'euros. Et ce projet est rentable très rapidement, dès la 5e année. Donc CQFD, l'autoconsommation, effectivement, permet une meilleure rentabilité des projets dès lors que le projet est configuré très justement par rapport aux besoins du client. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Patrice. On va parler d'assurance maintenant, puisque ces centrales, il y a un élément important, c'est qu'il faut les assurer. Alors il faut les assurer. Moi je ne suis pas assureur, mais je vais vous dire comment vous pourriez les assurer, quelle est l'appétence du marché. Donc je suis Fabrice KLN, je suis le responsable France de Marche sur la partie ENR. Marche est un courtier. Alors qu'est-ce qu'un courtier d'assurance ? C'est un intermédiaire que vous allez mandater pour étudier vos responsabilités, vos obligations et aller vous chercher sur le marché de l'assurance les meilleures conditions pour assurer vos projets, vos responsabilités. Alors c'est la dernière ligne droite, donc toute la démonstration. Alors j'ai l'habitude de dire en général, je dis voilà, les assureurs sont des voleurs. Et je dis non, mais c'est un problème d'orthographe. Le O, c'est pas un O, c'est un A. Et les assureurs sont des valeurs. C'est-à-dire que comme l'a dit Stéphane, il n'y a pas un projet qui peut se faire aujourd'hui sans les assureurs et sans vos conseils qui sont hyper importants. Donc il faut là je passe à la fin, mais toute ma démonstration c'est d'aller chercher vos assureurs et vos intermédiaires en amont de vos projets. Alors pourquoi il faut aller chercher en amont ? Parce que si vous allez chercher tout à la fin, il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Et donc vous allez perdre de l'argent,
ou vous allez perdre du temps parce que vous ne trouverez pas de solution. Donc je sais qu'on est la dernière roue du carrosse parfois. C'est vrai, Stéphane, on est la dernière roue du carrosse. Enfin, voilà. Mais, ouais, je sais. Mais je vous assure qu'on a beaucoup de valeur, j'insiste sur ce mot, et qu'il est profitable pour tout le monde de nous solliciter très en amont. L'important, c'est la pérennité de votre projet et la sécurisation des pertes financières qui sont essentielles. Donc, je le redis, il est crucial de solliciter ces conseils, ces assureurs très en amont. Donc, je vais vous parler un peu d'appétence du marché. Alors, on a l'habitude de dire que dans les énergies renouvelables, il n'y a pas une appétence folle du marché de l'assurance. Pourquoi? Parce que l'assurance est un métier assez empirique et les énergies renouvelables, c'est assez nouveau pour les assureurs. Donc, eux, ils aiment bien avoir de l'antériorité pour pouvoir se positionner. Et comme c'est nouveau, ils ne savent pas trop comment prendre les choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu d'assureurs qui s'intéressent à vos sujets. Et nous, on est là, justement, pour leur expliquer que non, c'est génial, puis c'est hyper sécurisé, donc il faut y aller, puis c'est des choses que tu connais. Tu penses que tu connais pas, mais tu connais, en fait. Et donc, il y a 3 assureurs historiques que sont AXA, Gothard et MSIG, qui assurent, on va dire, 80% des projets actuellement. Je sais pas, on a des développeurs, donc je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ouais, à 90%. Allez, 90%. Alors, la problématique, c'est qu'ils sont dans une situation un peu monopolistique, ce qui fait que maintenant, ils sont un peu embêtés pour prendre du risque supplémentaire. Donc, ils essayent de réduire un peu la voilure, parce qu'ils sont très engagés, notamment sur l'agricole, où ils ont beaucoup d'engagement et ils disent on n'a pas forcément des bons résultats, donc on ne veut pas en prendre plus. Et c'est génial parce que maintenant il y a 6 ou 7 challengers qui arrivent et qui eux vont aider ces 3 historiques à prendre 100% du risque. Donc on a un marché qui s'ouvre, et il s'ouvre pourquoi? Parce que les assureurs, en grande partie, c'est bien aidé par la nouvelle législation. C'est-à-dire que la législation, comme tu l'as dit, les parkings, les toitures, il y a une obligation de solarisation. Et les parkings et les bâtiments, ça, les assureurs connaissent parce que ils en assurent une grande partie. Donc, ils sont obligés de s'intéresser au sujet. Et ce qui leur manquait, c'est d'avoir en interne, dans les compagnies, d'avoir des experts pour bien comprendre quel est votre métier et comment les assurer. Donc, ils embauchent plein de jeunes, plein de vieux, des moyens jeunes, et ils s'intéressent au sujet parce que c'est pas des philanthropes, hein, nous non plus. et donc ils sentent aussi que c'est des choses qui pourraient leur apporter de l'argent. Donc il y a plus en plus d'assureurs qui vont s'intéresser au sujet solaire, éolien ou autre. Et après on a quelques autres où il y a une légère appétence en développement chez de nouveaux acteurs qui s'intéressent de très près du marché et qui vont venir vraiment concurrencer les 3 assureurs historiques. Donc ce sont que des bonnes nouvelles, hormis le coût. Donc, je vais me répéter, mais c'était le message du jour. Il y en a un autre, c'est l'anticipation. Plus vous anticipez, mieux vous allez sécuriser vos projets. Et ça passe par inclure les assureurs dans la discussion de vos projets pour qu'ils deviennent de vrais partenaires et pas des freins. Un assureur, souvent, vous pensez qu'il va dire non, mais il pourrait dire oui, on peut le faire, mais comme ça. Et si vous le sollicitez en amont, vous allez vous mettre d'accord pour réaliser votre projet selon ses besoins et avec vos besoins également de sécurisation de marge. Et bien sûr, alors là j'ai mis un petit bonhomme avec un clin d'œil. J'ai pas mis mon numéro de téléphone, mais je suis un intermédiaire. Mais échanger très en amont avec son intermédiaire, c'est primordial parce que un intermédiaire comme Marsh a une vision
assez large du marché et un REX assez important puisqu'il lui voit quasiment tous les projets de France et de Navarre et même à l'étranger. C'est-à-dire que le marché français n'est pas un marché encore aussi mature que nos cousins allemands ou espagnols. Même l'Italie peut être très en avance. Et cette expertise, c'est peut-être un assureur qui est... cette expertise et marche qui est présente dans 166 pays en bénéficie. C'est-à-dire qu'on regarde de près ce qui se passe dans les différents pays pour vous apporter un REX sur les technologies. Et comme ils ont une avance de 10 ans sur nous, on sait mieux maîtriser les risques grâce à ça. Donc sollicitez-nous. Et pour terminer, si on fait un focus sur l'autoconsommation, j'ai mis autoconsommation et contractuelle. Pourquoi? Parce que selon la typologie d'autoconsommation, on parlait de tiers payant et puis... Tiers investisseur. Tiers investisseur, pardon. Ouais, c'est la fin, non? Oui. Ouais. Vous aussi, ouais. Giga tiers investisseur. Il y a une analyse contractuelle qui est très importante pour bien comprendre le schéma des pertes financières. Donc il y a des garanties spécifiques à mettre en place comme les frais supplémentaires d'autoconsommation, les pertes de loyer, pertes de recettes. Ça peut être assez complexe pour vous, mais pour nous, on a un peu l'habitude. Mais c'est très important d'avoir l'étude contractuelle de vos projets, quoi. Voilà. J'espère que j'ai été clair et puis merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que vous avez des questions? Oui, allez, je fais le passage du micro. Vous pouvez le faire passer. Merci. Bonjour. Je voulais savoir, normalement, un consommateur ne peut pas être dans 2 ACC différentes. En revanche, un producteur peut-il l'être? En fait, ça dépend de la configuration. Un producteur, même, en fait, vous pouvez être dans 2 boucles d'autoconsommation. Je ne vois pas ce qui poserait le problème. Alors, peut-être... Une centrale. Ouais. Ouais, il y a qu'un point de comptage, mais en fait... En fait, le producteur injecte sur le réseau, il a un contrat de raccordement et il a un contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre. Si vous voulez, la loi impose que toute l'énergie, qu'elle soit produite, injectée ou soutirée, consommée, soit comptabilisée dans un périmètre d'un fournisseur, en fait. Donc je ne vois pas comment si on a un point de consommation, il ne peut pas être dans 2 opérations différentes. Un point de production, c'est strictement la même chose. Voilà. Donc moi, je ne connais pas de producteur qui ait souhaité être dans 2 boucles différentes. Mais si c'est votre cas, peut-être on peut trouver une solution, c'est de couper votre centrale en 2 et de faire 2 points d'injection. D'autres questions? Merci. On se demandait comment vous gérez le risque de la contrepartie vis-à-vis de l'investissement et des prêts que vous devez faire aux banques, notamment sur des privés, ou enfin les exemples que vous avez montrés où ça peut être des privés qui ne sont pas forcément sûrs de rester là pendant 20 ans. C'est le vrai sujet en fait pour le financement. Comment nous, en tant que photovoltaïciens, en tant que producteurs, on va investir chez un consommateur quel qu'il soit. Donc il y a une analyse de risque qui est faite à la fois par nous et par nos prêteurs. Donc nos prêteurs prêtent souvent sur des durées plus courtes, avec des conditions peut-être différentes, avec l'habitude aussi dans les ENR, c'est de prêter sans recours. Peut-être qu'il va falloir mettre en place des recours ou des garanties. Ou en tout cas, il y a tout un arsenal en fait, juridique à mettre en place autour d'un contrat qui fait qu'on n'investit pas de la même manière sur une centrale qui va produire et injecter dans le réseau et bénéficier d'un tarif d'achat quel qu'il soit, ou chez un autoconsommateur. On n'est pas tout à fait dans les mêmes... ça reste des électrons, ça reste du photovoltaïque, mais l'habillage juridique qui va autour est souvent un peu différent. Ouais, on rajoute un risque client en fait, comme n'importe quelle
chose qu'on va vendre. Et juste, pardon, en réalité, le risque de contrepartie est déjà pris en compte par les banquiers quand il s'agit d'EDF-OA. Simplement, EDF-OA est adossé, enfin, et en réalité, monopolise une poche de l'État, et donc c'est la contrepartie est l'État. Donc c'est le plus haut, quelque part, c'est la capacité de l'État à tenir ses paroles. Là, simplement, en fait, ce risque-là se matérialise différemment parce qu'on n'a pas la signature de l'État, on a la signature d'une contrepartie, quelle qu'elle soit. Moi j'ai une question, je pense plutôt pour les développeurs. Est-ce que vous êtes en capacité d'accompagner les gestionnaires de réseaux locaux, autres qu'Enedis, qui techniquement n'ont pas les moyens de réaliser des opérations d'autoconsommation collective? Par exemple, c'est notre cas à Briançon, ils nous refusent les ACC parce que techniquement ils n'ont pas les moyens humains ni financiers de le faire. Et est-ce que vous pouvez servir de support technique à ce type de gestionnaire? Aujourd'hui, non. Celui qui remonte l'info, c'est celui qui a les compteurs. Et du coup, il faut vraiment la data du compteur. Donc, si les compteurs ne sont pas communicants, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et bon, aujourd'hui, je crois Enedis, c'est 95% du réseau, à peu près. Donc, effectivement, les 5 derniers pourcents, il faut bien faire attention là où on est. Si c'est un des paramètres, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais dès qu'on sort du réseau, du GRD et de Enedis, c'est très complexe. Pour compléter, je pense que vous pouvez renvoyer ce GRD vers Sorégie, qui met à disposition pas mal de ses compétences au service de LD qui n'ont pas justement les moyens de faire ils ont créé une association dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, mais qui permet de valoriser justement des outils, des développements qu'ils ont fait pour leur propre compte ou pour le compte d'activités qu'ils avaient au service de LD locaux. Ouais, et je complète juste par un dernier élément. Effectivement, Régie de la Vienne, très, très en pointe sur ces sujets. Et théoriquement, les ELD ont l'obligation, je ne sais pas si c'est 2025 ou 2026, d'avoir basculé sur des systèmes de compteurs communicants. Donc normalement, ils devraient, dans quelques années, ne plus avoir ce type de problématique. Théoriquement. Parce que derrière, est-ce qu'ils ont les capacités d'investissement pour faire cette bascule numérique, c'est encore un autre sujet. C'était ici. Une petite question sur les retours d'expérience que vous avez indiqués. Quasiment tous, j'ai l'impression, sont des projets qui sont en dessous de 500 kW crête, du coup dans une logique de filet de sécurité avec de l'obligation d'achat. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur des projets qui vont au-delà et donc sur des mécanismes où là c'est plutôt des appels d'offres creux, autoconsommation collective? Est-ce que vous avez été tester ces sujets-là sur certains projets? Je peux répondre. Cette année, il n'a toujours pas été publié, l'appel d'offres, donc en fait, on ne peut pas y répondre. Mais sur les précédentes sessions, est-ce que vous avez du retour d'expérience Non. Alors nous, on fonctionne quasiment exclusivement hors appel d'offres, donc on ne va pas chercher l'appel d'offres autoconsommation. Pour nous, c'est une complexité qui n'amène que très peu de valeur ajoutée. On n'en a pas réalisé. Par contre, on est sur des projets en développement qui sont dans un cas supérieur à 500 kg. Et aujourd'hui, on est en train de travailler des montages en travaillant la contrepartie en réalité et en travaillant les garanties autour de la contrepartie qu'il faut mettre en place pour pouvoir réaliser des projets de ce type-là. Sur le sujet ACC, il y a quand même l'évolution par rapport aux tarifs creux, aux appels d'offres de la creux et au fait de pouvoir faire ACC. C'est plutôt ça la question. Ouais, alors effectivement, si vous êtes en AO creux sur des tarifs vente classiques et que vous intégrez de l'autoconso collective, la creux l'a confirmé, on peut valoriser des projets en ACC. Donc on va vendre de l'énergie en utilisant le système d'ACC. Et l'ACI, on peut éventuellement le faire à partir du moment où on vend 100% de l'énergie, que le consommateur va utiliser l'énergie dans sa totalité, ou avec un bridage. Mais effectivement, il y a le sujet de la contrepartie qui est très important. Bonjour, merci. J'aurais voulu avoir votre retour d'expérience en termes de compteurs communicants. Sur des installations de plus 36 kVA, on n'est plus sur du Linky avec des demandes d'autorisation. Est-ce que c'est simple vis-à-vis d'Enedis de récupérer une donnée de consommation, de récupérer une donnée d'injection, et quel que soit le territoire, et est-ce qu'il y a des tips pour que ça se passe le plus facilement possible?
tous les compteurs, alors j'ai regardé sur Enedis, tous les compteurs sont communicants normalement. S'ils ne le sont pas, ils vont les modifier si on les intègre dans l'opération. En fait, quand on lance l'opération, je vais dire j'ai tous ces consommateurs-là qui veulent rentrer dans l'opération, Enedis va les vérifier s'ils peuvent interroger les compteurs, si les compteurs fonctionnent. Ça nous est déjà arrivé sur des opérations d'avoir des compteurs qui dysfonctionnent. Enedis a été très réactif, a été modifié, a remplacé le compteur directement. Et pour récupérer la donnée par API? Pour récupérer la donnée, c'est Enedis qui nous la renvoie. Et c'est au bout d'un mois. En fait, ils ont une période de temps pour nous donner la donnée. Donc eux, ils l'agrègent, ils nous la récupèrent et ils nous l'envoient. Et il y a un déphasage de 1 mois en fait. Et on ne peut pas l'avoir en temps réel? On pourrait, aujourd'hui on ne le fait pas, on n'a pas de données directes. On pourrait les récupérer CSGE, mais c'est pas encore très opérationnel, très fonctionnel. Aujourd'hui, on peut récupérer de la donnée non pas en temps réel, mais à la demande, entre guillemets. Donc, toutes les heures, vous pouvez aller interroger SGE et récupérer de la donnée, par exemple. Il y a des limitations, il y a des contraintes, mais on peut récupérer non pas en temps vraiment du vrai temps réel, mais du temps réel différé ou temps réel segmenté, disons. Je rajoute un dernier petit point encore. Désolé. Il y a un enjeu aussi sur la qualité de la donnée, parce qu'il ne s'agit pas simplement de la récupérer. Des fois, elle n'est pas très très propre. Il y a des données manquantes ou les pas horaires ne sont pas toujours bien calés, enfin en fonction des typologies de compteurs. Donc aussi prévoyez d'avoir un petit algo qui nettoie ces données. Bon, ça demande un peu de temps de dev, mais ça se fait plutôt simplement. Et pour reconstituer des courbes de charge complètes. Voilà. Ça, c'est aussi un enjeu pour avoir quelque chose qui soit le plus proche de la réalité quand on fait une étude et qu'on propose des perspectives au consommateur final. Une question au fond. Oui, bonjour. J'ai une question concernant la CI et aussi dans le cadre de l'ACC, ACI avec les collectivités. Est-ce que vous avez des expériences, des retours d'expérience parce que là, on a vu des exemples avec des entreprises, du privé, on va dire. Est-ce que vous avez aussi des exemples avec des collectivités et puis ce cadre juridique un peu spécial sur la CI anti-investisseur, voilà. Si vous pouviez apporter des informations de ce côté. Merci. Alors oui, enfin la diapositive sur le site de Poyestre, donc c'est une mairie, donc 300 kW sur le centre technique municipal qui alimente divers bâtiments municipaux. Et donc là, on est sur un cas d'école, mais je crois qu'il y avait aussi Muriel-les-Béziers, non enfin, c'était, Les deux sont en ACC par contre. D'accord, ok. Effectivement, après en ACI sur la collectivité, pas possible. ACI, je sais pas, enfin j'en ai pas là en tête, mais on a peut-être un dans les DOM, un tout petit, mais je me connais mal. Enfin, vu de ma fenêtre aujourd'hui, ACI, investissement, ça marche pas. En collectivité. En collectivité. Oui. Durée d'engagement, je crois. À partir du moment où on est en tiers investisseur, il y a un problème d'occuper le territoire, on va dire, de la collectivité et lui mettre à disposition de l'énergie. Contractuellement, c'est compliqué. Juridiquement, ça marche pas. Et à ma connaissance, il n'y en a pas en France. On avait une question là. Bonsoir, merci pour cette table ronde qui était vraiment complète, c'était vraiment intéressant comme panorama. J'aurais voulu poser une question, mais peut-être qui ira jusqu'à la prochaine table ronde. C'est quelle est l'arrivée des batteries à des coûts raisonnables? Qu'est-ce que ça va changer pour vous sur l'autoconsommation individuelle et collective? Merci. Alors on rêve tous de l'électricité stockable, déployable quand on a envie, où on a envie. Ça restera un coût d'investissement, la batterie. Après les capex sont tellement en chute libre, donc entre le début d'année et maintenant on a quasiment divisé par 2, peut-être 3 les coûts de batterie. On commence à avoir des modèles d'affaires sur la batterie en autoconsommation individuelle ou collective qui, en tout cas de notre analyse, on n'en a pas déployé, mais de notre analyse, on commence à être dans une zone de faisabilité assez régulièrement. On n'a pas encore passé le cap et donc peut-être que mes collègues
Et alors, juste sur ce sujet de la batterie, il y a effectivement l'écart entre le point bas du marché et le point haut de la journée qui peut être intéressant, enfin l'écart tarifaire. Mais il y a aussi un autre sujet qui est le fait de pouvoir couper certains coûts de raccordement. Dans certaines configurations, en fait, la batterie peut avoir un intérêt, c'est-à-dire qu'au lieu d'investir dans le raccordement, on investit dans la batterie, donc on gagne sur 2 tableaux. Donc c'est en train. Alors la difficulté, c'est qu'on a du mal à avoir du répondant côté Enedis sur l'intérêt économique et la baisse des coûts de raccordement associés. Mais ça commence à s'étudier dans certains cas aussi, notamment, alors là on passe plutôt pour des centrales de l'ordre de 100 à 500 kW, où voilà, le coût de raccordement va dépendre en fait des capacités des transformateurs très locaux. Donc c'est des choses qui sont en train de un peu s'institutionnaliser en termes d'études chez Enedis. Donc c'est dur aujourd'hui d'avoir un retour économique, mais en tout cas on pressent que ça va aussi avoir des bienfaits sur la gestion du réseau, pour pouvoir injecter au bon moment et d'éviter de surdimensionner le réseau à certaines heures. Je vais me permettre une autre question. Concernant le développement futur, on a vu un tableau là, avec les obligations jusqu'en 2028. Les objectifs, c'est très bien, mais derrière, il y a la réalité, l'acceptabilité du réseau, enfin la capacité du réseau, les hommes pour pouvoir les traiter, dans les formations, etc. Et puis également les matériaux, le matériel, l'acier en priorité. Si on parle simplement des ombrières, les projections disent qu'on aura à peu près 3 fois plus de demandes que de capacité de production en France. Ça veut dire qu'on va devoir importer de l'acier de moindre qualité ailleurs. Voilà, peut-être une question pour le courtier Marche, au niveau une vision de l'assureur sur le devenir, enfin, l'explosion de ces produits, de ces ombrières et de la qualité, ou quel regard l'assureur va porter sur les futures ombrières qui ne manqueront pas d'arriver en France avec ces méga appels d'offres sur les supermarchés par exemple. Alors, je vais faire un parallèle peut-être avec l'éolien. L'éolien, on voit des turbines chinoises arriver. Et là, les assureurs français et même scandinaves, j'ai des collègues qui travaillent avec des développeurs sur des turbines chinoises et les assureurs n'ont aucune appétence. Pourquoi ils n'ont aucune appétence? Parce que c'est la disponibilité. Ils ont une méfiance. Alors, est-ce que ça sera la même chose sur l'acier? Je ne sais pas. Mais il y a une défiance voilà, de la provenance de l'équipement. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Après, ça ne veut pas dire qu'un acier qui viendrait d'ailleurs serait moins bon. Donc il faudrait voir un peu comment ça se passe dans le temps. Non mais alors, d'autant que c'est déjà le cas, hein. Globalement, l'acier, la France à l'échelle européenne, c'est un petit marché. Et finalement, aujourd'hui, on importe de l'acier du Portugal, d'Espagne. Et finalement, même si on double nos besoins, nos volumes d'acier, à une échelle européenne et un peu plus large, ce ne sera pas un gros impact sur le... Enfin, voilà, globalement, je pense que le marché est prêt à absorber un doublement du marché, globalement. Il va y avoir par contre des vrais enjeux de main-d'œuvre. Donc il faut qu'on forme, il faut qu'on ait des gens pour poser les panneaux, tout simplement. Donc, l'enjeu il va plus être de ce côté-là que sur la partie matériaux. Tout à fait. Et après, il faut rester optimiste parce qu'il y a des entreprises aussi qui vont produire de l'acier. Moi, j'ai la chance de participer à une aventure qui s'appelle Gravity, donc qui souhaite produire de l'acier avec de l'hydrogène dans leur process et qui va se faire là dans la région à Fos. Donc, on aura de l'acier. Hein. Donc je pense qu'on aura de l'acier, mais aujourd'hui il est compliqué de trouver effectivement de la main d'œuvre. Et je rejoins Stéphane, le sujet est plus là, quoi. Une dernière question peut-être. Non, c'est bon pour tout le monde. Allez, on a une dernière question là, après on clôture. Alors ça va être un peu vague. Je voulais connaître, j'ai vu qu'en fait il y avait des aides ou disons une volonté de solariser tout ce qui est terrain délaissé, industrialisé, friche, etc. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir là-dessus?
Il y a une volonté de l'État qu'on aille sur des sites anthropisés, effectivement, plus que sur des zones agricoles. Et donc la première démarche de tout développeur a été de travailler sur les zones anthropisées. Après, il y a un petit tarif d'achat sur les moins de 1 MW, donc 1 hectare, qui est en discussion depuis 2 ans, qui devrait sortir un jour peut-être, et qui effectivement permettrait de faciliter la faisabilité sur des petites surfaces anthropisées à proximité de villages ou de choses comme ça. Alors pour le coup, on n'a pas de boule de cristal. Quand est-ce qu'il va finir par arriver, je ne sais pas. Ouais. Et en dehors du tarif d'achat S24 qu'on attend tous avec impatience peut-être, je vous invite à prendre un abonnement chez Enercop. Comme ça, nous, on aura de l'argent pour pouvoir faire des petites centrales sur les petits délaissés. Voilà, on cherche des clients pour pouvoir mettre des producteurs en face. Merci beaucoup de votre attention. Merci. On espère que ça a été complet. Et puis bonne fin de salon du coup. Merci.